le prix que nous allons décerner maintenant aux 12 meilleurs projets qui ont été sélectionnés donc, pour la médecine narrative. Et ce sera le prix donc Bernard Descotes. Et donc je laisse la parole au docteur Dominique Rousseau pour nous prononcer un petit mot sur professeur Bernard Descotes. Ok. D'autres bien mieux que moi ont déjà fait l'éloge de notre ami Bernard Descotes. Mais, à la demande de Maxime, à qui on ne peut rien refuser, je vous livre quelques mots sur cet homme à la volonté peu ordinaire. Je ne m'étendrai pas sur son CV et la liste de ses nombreux titres et travaux, liste éloquente de ce chirurgien de talent qui s'est illustré dans la chirurgie hépatique. Chirurgie ex vivo, transplantation hépatique, hépatectomie. Je rappellerai simplement les bons moments chirurgicaux vécus ensemble, puis sa contribution personnelle à la cellullochirurgie, car c'était bien dans son caractère. Ce train-là, il ne pouvait pas le rater. J'ai eu la chance d'être un de ses premiers internes, puis de travailler à ses côtés comme assistant-chef de clinique dans le service de chirurgie viscérale du professeur Kex. Bernard, il débordait d'énergie, ne voulait rien céder, ni à l'anatomie, ni surtout à la chirurgie, car sa vie, c'était le bloc. Et quand il devait filer au laboratoire préparer son agrégation d'anatomie, c'était au dernier moment, et il nous laissait parfois dans des situations délicates, de celles qui font peur, mais qui font mûrir les jeunes chirurgiens. Cette période de communion chirurgicale passée à ses côtés m'a été très riche, car il nous enseignait la précision et l'esthétique du geste opératoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Ton porte-aiguille en revers, ta deuxième bingo dans la convexité de la première. Une belle anastomose est une bonne anastomose. Exigeant, difficile à suivre, vraie locomotive, il a contribué à l'esthétique chirurgicale du professeur Denis Valex, son successeur. Il n'avait pas de limite. Aussi, le bloc travaillait très souvent tard dans la nuit, et l'ambiance des nuits de transplantation reste bien en mémoire. Et je garde également en mémoire des voies biliaires infernales, en nocturne, avec des anastomoses impossibles, au diable Vauvert. Mais il en venait toujours à bout. J'ai également en mémoire l'ambiance des premières coloplasties rétrosternales, avec son ami Cristobal. Il n'y avait pas d'heure pour filmer la moindre curiosité chirurgicale. Avant les années 90, la cellullochirurgie était regardée de travers par de nombreux universitaires qui devaient réparer secondairement des plaies biliaires. Bernard était de ceux-là, mais qui mieux que son ami Guy Bernard Gadière pouvait le convaincre. Nous avons alors opéré ensemble, vésicule, reflux. Il a été très vite à l'aise et converti. S'est vite intégré à la SFCL, première société française de chirurgie laparoscopique. C'est ainsi qu'il a beaucoup voyagé, car avec la cellullochirurgie venait le compagnonnage. Il a cultivé les relations avec les pays en voie de développement. Vietnam, Cambodge, Togo, Burundi, Roumanie. Il pouvait y opérer, assurer des formations et accueillir dans son service des étudiants étrangers. C'est ainsi qu'il a accueilli Maxime Sodji, qu'il l'a suivi comme son ombre et qui est devenu le référent que l'on sait en chirurgie bariatrique. C'est pendant cette époque fertile qu'il réalise à Limoges avec son ami Gilles Fourtanier la première ésophagesctomie cellullo-assistée. Puis, en 1997, il fait, je crois, la première hépatectomie droite cellullo-assistée française. Par ailleurs, ce curieux touche-à-tout a travaillé sur le rôle cicatrisant du miel de thym. Notre abeille chirurgicale ne pouvait pas délaisser la nouvelle cellullochirurgie de l'obésité qu'il a initiée dans le service avec la collaboration d'un Maxime Sodji, élève de plus en plus passionné, inventif et performant. Président de la CME en 1999, il effectue 3 mandats successifs. Il sera à l'origine de la création de l'Institut du cancer qui porte son nom. Membre de l'Académie de chirurgie, il était chevalier de la Légion d'honneur. Parallèlement, il s'est impliqué dans la vie politique régionale et nationale, fréquentant pourtant congrès et sociétés savantes. Malgré ce problème démesuré, il n'était jamais loin de son service et des blocs opératoires. On lui doit l'arrivée du robot Da Vinci au CHU de Limoges. Se sachant malade, il a tenu à travailler jusqu'au bout, sans une plainte, vivant dans l'avenir. Dernière leçon pour ses élèves et amis.
Ce grand chirurgien humaniste nous a quittés en 2019. Merci Bernard pour tout ce que tu nous as laissé. Ça vient du fond du cœur. Si vous pouvez passer mon diaporama, s'il vous plaît. Donc, Dominique, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a le jury donc, à sélectionner pour cette édition, pour l'idée de vos patients et vos équipements du talent en médecine narrative, 12 projets. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, voici les noms de ceux qui ont été sélectionnés. Le premier, c'est du récit à la mesure, valider la parole des patients atteints de pathologies cancéreuses du péritoine. C'est le projet Comet 2 et qui va être présenté dans quelques secondes. Il arrive de Saint-Junien et Dr Taïbi et Sylvain Durand-Fontanier de Limoges. Le deuxième projet, et donc vous savez que j'ai une banque de données de 6000 lettres de motivation que nous allons étudier. Pour cela, ça fait plus d'1 an qu'on est en train de passer par toutes les étapes, la mise en conformité des traitements des données personnelles contenues dans la lettre de motivation utilisée en chirurgie bariatrique. Et on a choisi donc la méthodologie de référence MR004 avec Maryse Gagateyo. Malheureusement, sa maman est malade, elle n'a pas pu venir. Et c'est un projet très long. Venant du privé, il faut passer par le comité d'éthique, il faut avoir un DPO. Donc ça nous demande du temps, ça nous bloque un peu dans l'utilisation de cette étude. Le troisième projet, c'est le vécu du patient dans le parcours de chirurgie bariatrique, l'intérêt de la médecine narrative pour optimiser les soins. Donc je vais inviter Jean Tognolo et Madame Bellotti pour nous dire juste un petit mot. Ils sont où? Venez. Un petit mot rapide, allez-y. Non, moi j'ai pris le rétrospectif, mais vous allez sur le... Vous faites les deux. Non, mais il y a deux. Alors, oui. Le docteur Sochi a récupéré, je ne sais pas combien, 6000 lettres de motivation. Donc, ces lettres, elles vont être exploitées en rétrospectif. Donc, il y a des autorisations qui sont en train de se mettre en place. Et après, il y a une étude plutôt prospective qui va se mettre en place, où effectivement, il va y avoir encore des lettres qui vont arriver et qu'on va analyser. Alors, c'est de la méthodologie qualitative, hein, pure et dure. Et on va travailler sur ces lettres de motivation et sur le parcours du patient, comment il arrive à la chirurgie bariatrique, quelles sont ses motivations, enfin tout ce qui va émerger de ce parcours et quels sont ses attendus, voilà, de tout ce qu'on, en fait, qui fait un résumé de tout ce qu'on a pu dire hier, aujourd'hui sur cette médecine narrative. Un petit mot aussi, et ceci porté par le département des sciences infirmières du CHU. Avec, alors elle est où Madame Monchot et Roland Lawson, venez s'il vous plaît. Roland, Madame Monchot s'il vous plaît. Il est parti Roland. Il est où Roland? Vous étiez les premiers que j'ai contactés à la fac de pharmacie. Et évidemment, quand on aura tous les éléments, un petit mot, un petit mot quand même, puisque voilà, vous serez récompensé tout à l'heure. Allez-y, un petit mot. Bonjour, je suis un peu prise de court. Non, effectivement, on s'est rencontrés il y a 18 mois, je dirais, pour parler de ce projet. Effectivement, on avait déjà évoqué les difficultés réglementaires et on sera ravis de travailler avec l'équipe pour exploiter. On a des outils d'intelligence artificielle pour exploiter des textes. Donc, on sera ravis de participer à ce projet très ambitieux et très intéressant. Je ne sais pas si Roland, tu veux dire un mot? Sinon, continuer à féliciter Massim pour tout ce qu'il fait. Et il réussit à nous fédérer autour de ce beau projet sur la médecine narrative. Et on est engagé à ses côtés pour analyser ces lettres de motivation. Donc, le labo de Pharmaco à Limoges a des outils, comme l'a précisé Caroline, des outils d'analyse d'intelligence artificielle qui permettront d'aller un peu plus en profondeur sur l'analyse de toutes ces lettres. Donc, on reste partenaire. Merci.
Et puis de Limoges, on est parti à Paris. Est-ce que vous pouvez me lancer la vidéo, s'il vous plaît, de Régis Cohen. Jean-Marc Atelier, tu vas dire un mot avant que Régis te parle. Oui, donc on travaille avec Régis depuis 25 ans. On a beaucoup écrit, on a beaucoup publié, on a beaucoup parlé. Et donc, c'est une étude rétrospective de sa base prospective sur 100 lettres. Vous pouvez lancer le son. Présent à ce formidable congrès, je tiens à remercier Maxime Sodji de sa confiance et de son engagement auprès des patients. Il est pour nous, Jean-Marc Kathleen et moi, et depuis des années, une formidable inspiration pour une meilleure prise en charge de nos patients. Avant tout, je tiens à vous préciser que je suis médecin endocrinologue et que je ne suis pas un expert dans l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter un projet qui consiste à l'analyse des lettres de motivation des patients qui se sont présentés à la clinique de Limoges pour être candidats à la chirurgie bariatrique. Je rappelle que dans la pratique de Maxime Sodji, ces patients ont lu la lettre en sa présence et c'est la première rencontre avec le médecin. Vous le savez, la chirurgie bariatrique, vous en avez parlé, a révolutionné le traitement de l'obésité. C'est une maladie qui reste par beaucoup d'aspects très mystérieuse encore pour les médecins. La médecine narrative s'inscrit depuis quelques années dans des pratiques de soins. Elle s'inscrit au même titre que d'autres pratiques comme l'éducation thérapeutique ou l'information aux patients. L'intelligence artificielle va certainement révolutionner nos pratiques médicales dans les années à venir. On sait qu'elle va créer des millions d'emplois et qu'elle va aussi nous économiser un temps précieux, peut-être améliorant la relation avec nos patients. J'ai été très étonné par un article récent sorti dans le New England Journal of Medicine montrant que l'intelligence artificielle permettait d'améliorer les symptômes de dépression et d'anxiété profonde au même titre et au même niveau que l'expertise de psychiatres lors d'entretiens. Les objectifs de cette étude vont être, grâce à l'intelligence artificielle, de classifier les patients en différentes typologies, d'identifier les motivations, le stade dans le changement de ces patients par les études de Prochaska ou de Coble avec les stades d'acceptation, mais aussi de détecter les troubles psychologiques qui peuvent être des addictions au tabac, aux drogues, aux médicaments ou les traumatismes qui ont développé l'obésité chez ces patients. Ça va aussi nous permettre de faire une analyse narrative des lettres de motivation. Pour cela, nous allons tirer au sort 100 lettres parmi les 6000 lettres qui ont été déjà collectées lors des consultations du docteur Maxime Sodji. Et ces lettres vont être soumises à l'analyse sur le site de Mistral Intelligence Artificielle, qui est un site français, qui est l'équivalent de ChatGPT, pour repérer les motifs récurrents. Il faut dire que nous sommes actuellement dans l'attente de la validation par la CNIL, Comité national d'informatique et liberté, pour lancer notre recherche. Les résultats attendus sont multiples. Une meilleure compréhension des attentes des patients, et on sait d'après la littérature que parfois elles sont irréalistes, et ça permettra aux praticiens de ramener le patient plus facilement vers des réalités. Ça va nous permettre aussi d'identifier des points clés dans la prise en charge et aussi d'avoir une meilleure des patients et d'améliorer nos pratiques cliniques en chirurgie de l'obésité. Cette approche est innovante parce qu'elle n'a jamais été réalisée dans ce domaine, même si elle commence à être réalisée dans le domaine de la cancérologie, il y a quelques publications. Nous sommes bien conscients qu'il existe des biais à cette analyse. L'intelligence artificielle est pour le moment considérée comme un perroquet probabiliste, c'est-à-dire qu'elle va être capable de repérer des mots, des phrases dans les textes de ces patients, de les associer aux bases de données connues dans ce domaine, mais elle ne va pas être capable d'en apprécier les nuances
et aussi ne pourra pas détecter ce qui est caché dans ces lettres. Ainsi, nous pensons que l'intelligence artificielle va nous permettre une meilleure analyse des récits des patients. Ça va nous permettre aussi de mieux interpréter ces récits et ces résultats vont nous aider à mieux guider nos praticiens dans la prise en charge des patients atteints d'obésité. Je vous remercie et je laisse la parole au professeur Jean-Marc Atline pour répondre aux questions. Merci. On va revenir sur le diaporama, s'il vous plaît. On va revenir sur le diaporama. Et donc, on était au 3e projet, au 5e. On va passer au 6e. Alors, le 5e, c'est les échanges entre les patients et qui est donc porté par l'équipe de Luc Sebag à Aix-en-Provence qui n'a pas pu venir. 6e projet. Le 6e projet, c'est ce que notre ami donc, Marius a présenté tout à l'heure de Toulon. Non, il est en vidéo. Pardon? Il est en vidéo. Et la vidéo, puisqu'on est en retard, on ne va pas le passer, on le passe à la fin. Et le 7e projet, s'autoriser à dévoiler l'inapparent. Karine Boyer, s'il vous plaît. Un petit mot, puisque nous sommes un peu à court. Vous allez le présenter en quelques minutes, oralement. Oui, allez-y. Donc, le projet de Karine. Je vous rappelle que Karine va rencontrer très prochainement le doyen de la faculté de médecine et qui souhaite monter une chaire de médecine narrative sur Limoges. Et Karine fait partie déjà de l'équipe. Allez-y, Karine. Je vais essayer de lire rapidement et pour faire état peut-être plus d'un cheminement qui est le mien et qui va ouvrir à des projets futurs. Notre corps, c'est des choses que nous ne savons pas encore. C'est pour cela qu'il ne faut pas parler trop tôt. À l'école, il y a d'abord le silence pour mieux saisir ce que l'on a à dire après. Retrouver le silence où la parole va pouvoir naître. Ainsi, en référence à la pédagogie du metteur en scène Jacques Lecoq, je mets mon masque neutre. C'est un masque qui propose la sensation physique du calme, dans un état de réceptivité à l'environnement, sans conflit intérieur, un état de neutralité, préalable à l'action. Alors mon corps sera disponible, telle une page blanche sur laquelle pourra s'inscrire l'écriture de l'histoire. C'est en effet dans cet état de réceptivité que je pourrais nommer phénoménologique, de mon expérience vécue de la maladie chronique, de malade chronique, que je me suis autorisée à dire, à dévoiler ce qui ne se voit pas de prime abord. Mon corps, tel que je le vis, dans la souffrance et la douleur, par opposition à mon corps, sous l'œil de l'anatomiste qui va le décrire objectivement. C'est dans ce maillage entre un corps vécu et un corps physique que je tente d'entrer dans le récit. Dans une mise en lumière de mes soubassements de pensée, de mes émotions, de la répétition du colloque singulier, de l'anamnèse, des gestes, une poignée de main qui laisse augurer une rencontre, le couloir de l'hôpital, le visage comme irruption de l'altérité qui bouleverse la subjectivité, les mots coincés dans la gorge pour décrire ce qui n'est pas objectivable, comme la fatigue, et la pudeur dans tout cela. Tous ces petits riens de l'ici et maintenant, insignifiants parfois aux yeux d'autrui, mais pouvant égrener des traces mémorielles de nos rencontres hospitalières. C'est de l'indicible, de l'invisible, entre les mots et les choses, dans la puissance de l'instant. Alors, quand ôter ce masque neutre? Je dirais lorsque le soi est assez solide pour s'émanciper, pour s'autoriser à faire, à dire, et que quelqu'un nous aide à être un accoucheur. Et toute cette maïeutique peut s'épanouir à travers l'écriture. Rita Charon, dans sa pédagogie, invite les soignants à écrire dans un dossier parallèle tout ce qu'ils ne peuvent pas écrire dans un dossier hospitalier. Ce ne sont pas les résultats des examens cliniques ou les tests de laboratoire, mais un espace pour exprimer par exemple la tristesse depuis la mort d'un patient qui ressemblait tellement à un grand-père adoré. Comment pourrions-nous nommer le dossier parallèle des patients? Dossier autopathographique, dossier sensible, dossier récit-thérapie?
Il proposerait une description fine, incarnée des vécus de malades, de leur point de vie. Cela pourrait être suivi d'un travail herméneutique, d'interprétation, dans un partage, car sans cette possibilité de partage, tous ces écrits resteraient comme des lettres sans destinataire, des corps enveloppes, de vérité dissimulée dans sa masse et ses plis. Michel Foucault parle de noir coffre des corps, coffre qui, quand on l'ouvre, fait voir la vérité du malade. Depuis ma reprise d'études en master, puis le suivi de 2 DU cette année, art dans le soin en partenariat avec le patient, et le DU de médecine narrative sur Bordeaux, je ne cesse de réfléchir, de manière obsédante souvent, à la façon de mettre nos mondes en commun, et cela s'est amorcé en développant mon identité narrative. Je dirais que cela s'est imposé à moi avec force et détermination, que la rencontre découvre l'autre avec comme média le récit, la narrativité ouverte et incarnée. Remettre les histoires au cœur de la relation de soins, en reconnaissant l'expérience de la maladie comme une épreuve, dans un enchevêtrement expérientiel et performatif des langages et des corps. La littérature permet d'ouvrir un langage plus subjectif, plus sensible, éclairer des zones d'ombre. La médecine narrative brise la solitude, elle permet de construire une communauté ayant pour centre le récit de vie. Pour conclure, je vous dirais que je rêve d'un espace de créativité, un fond poétique commun, où la médecine narrative pourrait s'épanouir dans un compagnonnage. Depuis que j'écris au sujet de la vie avec une maladie chronique, dans une forme de solitude, j'ai toujours eu l'espoir, chevillé au corps, d'être lu, et que d'autres soient lus également dans un partage à hauteur d'homme, pour plus de fraternité. La maladie fragmente une vie, la médecine narrative restaure une continuité du corps vécu par le langage, par le récit. Le soignant étant alors l'interprète, l'herméneute du corps vécu. La médecine narrative s'empare de l'art au sens large, alors continuons ensemble à lui donner de l'épaisseur avec des dispositifs de rencontre des mondes d'autrui, comme des lignes d'horizon où l'on est attentif à l'inattendu des récits. Un immense merci de m'avoir accueilli. François, si je t'avais dit il y a 2 ans quand je t'appelais que ça se passerait comme ça, tu l'aurais cru? Eh bien, tu viens avec Denis Rousseau remettre la première médaille donc, du prix Bernard Delcourt à Karine Boyer. Soyez prêts pour les photos. Venez avec nous. Est-ce que Camille est là? Camille, venez s'il vous plaît. Camille va parler de son projet. Donc, vous allez donc lui remettre le premier prix. Camille, à vous. Donc, c'est 7e projet, non, 8e projet, Confidence bariatrique, 15 ans après, des récits de vie ni guéris ni malades. Donc, il y a seulement quelques semaines, je semais des graines pour la biographie hospitalière. Et au détour d'une rencontre, on me dit « il faut que tu rencontres le docteur Soji ». Alors, je le vois dimanche, on me dit « et je vais lui parler de toi ». Bon, connaissant le planning des chirurgiens et des praticiens hospitaliers, je préfère pas trop espérer, je me dis que je suis pas sa priorité. Et pourtant, ce dimanche-là, après qu'il a fait ce repas, cette connaissance commune m'a donné le contact de Maxime Soji et Maxime Soji m'a rappelé. Nous sommes restés un moment au téléphone, il s'est intéressé à mon parcours de vie, au chemin qui m'avait mené ici. Ça en dit long sur lui. Et ce qui l'amène ici, lui-même, maintenant. Cette qualité d'écoute, cet amour et ce respect des autres. Il me dit « J'aimerais que nous travaillions ensemble, et que vous interveniez aussi au congrès que j'organise, c'est dans 3 semaines. » Okay. Il finit son appel en me disant « Vous savez Camille, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. » Et quelles rencontres? Marquantes, évidentes, naturelles. Très vite, une résonance s'est créée entre nos sensibilités, nos engagements respectifs et l'importance portée au récit de vie. J'ai en effet compris que lui, depuis des années, plaçait le récit de ses patients au cœur de sa pratique. Il les écoute, leur donne la parole, la transforme en matière vivante à travers des écrits, des projets artistiques et de nombreuses recherches. Il crée des ponts entre la médecine et l'art pour rendre visibles ces voix souvent tues ou oubliées. Il les met en lumière et leur permet même de côtoyer celle des projecteurs. Dans la semaine qui a suivi, Maxime m'a appelé
presque tous les jours. Et on s'est vu très vite. J'y croyais presque pas, cette disponibilité. Il m'a fait part d'une question récurrente qu'il rencontrait dans sa pratique. Que deviennent les patients opérés il y a 15 ou 20 ans? Comment garder le lien avec eux au-delà de l'acte chirurgical? Comment penser un suivi au long cours qui ne soit pas seulement médical mais aussi narratif, subjectif, intime? Et surtout, comment recueillir leurs paroles aujourd'hui dans toute sa complexité? Leur réussite, leur lutte, leurs doutes, leur espoir. C'est là que mon approche a trouvé l'écho, l'approche biographique. Une démarche qui consiste, comme vous l'avez compris, à aller à la rencontre des personnes pour écouter leur récit de vie, dans toute leur richesse. Non pas simplement en tant que malade, mais comme sujet singulier aux histoires multiples, au parcours fait de rupture, de reconstruction et de réinvention. Et donner vie à un livre. Ainsi, ce projet commun est né. Recueillir des témoignages de patients opérés il y a 15 ans, leur donner la parole, analyser l'évolution de leur parcours et en faire un ouvrage avec une possible collaboration avec un photographe afin de sensibiliser le public et de donner la voix à ces personnes. Si pour l'instant ce projet n'en est qu'à ses prémices, puisque né il y a très peu de temps, s'il reste encore largement ouvert, porté par des perspectives et des possibles, c'est avant tout dans les rencontres à venir qu'il prendra forme et consistance. C'est ça l'approche biographique. Comme le dit si bien Valérien Milewski, ne s'attendre à rien pour être prêt à tout. Alors je ne m'attends à rien. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un projet pensé pour donner la voix à ces personnes ni guéries, ni malades, pour recueillir leur mémoire du soin, pour enrichir nos pratiques, nos regards et notre manière de penser l'après. Le 9e projet, étude de faisabilité sur 10 mois. Donc, c'est l'équipe de Isabelle Gagalichon en médecine narrative en pédiatrie. Et on lui enverra le prix. 10e projet, médecine narrative, parcours complexe en chirurgie bariatrique par l'équipe de Lille. Ils ne sont pas là, mais ils sont au courant. Et 11e projet, qui est porté par une équipe de Saint-Étienne, et c'est Franck Maisonnette, qui était un ancien interne du CHU ici à Limoges. Les yeux peuvent se fermer, mais les oreilles restent toujours ouvertes. Comment accompagner les patients en préopératoire? Est-ce que Abdel Taïbi est arrivé? Je suis là. Ah super, merci Abdel. Et tu as déjà donné ton diaporama? Ça sera du verbal. Ça sera sans diaporama. C'est bon? Tu as déjà donné ton diapo? Oui, je gère. Sans diapo, super. Et 12e projet, donc de récit de vie en accompagnement partagé en chirurgie bariatrique, toujours à Saint-Étienne, on leur enverra le projet. Et donc on revient au tout premier projet qui a été sélectionné, du récit à la mesure, valider la parole des patients atteints de pathologies cancéreuses. C'est le dernier projet que j'ai eu à constater. Je ne savais pas qu'ils étaient à côté, comme quoi nul n'est prophète chez lui. Abdel Taïbi, tu as la parole, le brillant chirurgien. Pour vous, le prix donc des dames des côtes. Et alors, qui sont ceux qui ont eu un prix sur la tête de celui-ci là? Et les autres, oui, je peux dire les trois, tu vois ça à Régis en effort. Et puis je regarde un forcément à Louis Mousseau. Ensuite, de la maison. Je vous invite à vous installer. Abdel, à toi. Bon merci à tous, désolé pour le retard. Je vais vous parler, je suis chirurgien digestif et je travaille au CHU de Limoges et plus récemment à Saint-Junien. Je travaille avec Madame Durand-Fontanier sur une pathologie qui est le cancer du péritoine, une maladie assez fréquente malheureusement, qu'elle traite depuis une vingtaine d'années, elle et moi depuis un peu moins longtemps. Donc le but de ce diaporama, c'est de vous raconter un peu l'histoire de cette maladie, comment on est venu à parler de ce ressenti du patient. Donc il faut savoir que le cancer du péritoine, normalement, est traitable, opérable, avec une chimiothérapie. Et donc ça permet la guérison de ces malades dans 10% des cas.
Dans 90% des cas, malheureusement, les patients sont en situation palliative et ne peuvent pas être opérés, ne peuvent pas être guéris. Et dans ce cas de figure-là, on les traite seulement par chimiothérapie palliative. Donc jusqu'à il y a 5-7 ans, les chirurgiens, dans nos essais thérapeutiques, ont étudié que quelques critères, les critères de survie, les critères de complications, et point. On ne s'intéressait pas trop à la vie, ou plutôt à la qualité de vie des malades. Et donc notre objectif, c'était coûte que coûte d'opérer les malades, de les amener jusqu'à cette guérison. Sauf que parfois, on se plante dans l'indication, on se plante dans les complications chirurgicales. Et il se trouve que nos malades, on leur a pas rendu service en les opérant. Et c'est là où la qualité de vie, le ressenti du malade vient en premier plan. Donc il y a 5 ans, on s'est intéressé à ce sujet avec Sylvaine Durand, en essayant de voir avec le réseau Big Renap français, le réseau des carcinoses péritonéales et des métastases péritonéales, est-ce qu'on pouvait étudier ce ressenti des patients. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait, jusqu'à il y a encore 3 ans, aucun questionnaire de qualité de vie pour les patients avec carcinose péritonéale. Aucun. On utilisait juste des questionnaires de qualité de vie d'autres cancers qu'on extrapolait pour le péritoine. Et à partir de là, on a fait la démarche de construire ce questionnaire de qualité de vie en travaillant ensemble avec les patients, qu'on appelle les patients partenaires, parce qu'il nous semblait irraisonnable de fabriquer un questionnaire de qualité de vie pour les patients sans inclure les malades eux-mêmes. Et donc, on a fait une étude qui a duré 2 ans en formant les patients pour qu'ils deviennent experts de leur maladie. Et on a construit un questionnaire de qualité de vie, de ressenti du malade qui a été publié il y a 2 ans. Donc ce questionnaire-là maintenant est publié, mais pour l'utiliser, il faut diverses validations, et notamment une validation dans une étude que je vous présente aujourd'hui verbalement, qui sera avec de vrais malades traités par soit chirurgie, soit chimiothérapie, de voir si vraiment on a un intérêt à les opérer. Cette étude s'appelle COMET-2, qui a été financée par l'association des patients AMARAP en France, qui va voir le jour dans les prochaines semaines, puisque l'étude a été validée par Limoges. Donc c'est une étude nationale qui va valider ces 2 questionnaires de qualité de vie. Et pour être bref, parce que j'ai que 4 minutes, on va par la suite travailler avec l'intelligence artificielle analytique et conversationnelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les hôpitaux publics, et notamment en recherche, on a peu d'argent. Et donc, il est difficile d'avoir un infirmier ou une infirmière ou un attaché de recherche qui appelle les gens tous les jours pour savoir comment ils vont après une chirurgie ou après une chimiothérapie. Et donc, il est venue l'idée de travailler avec l'IA conversationnelle ou analytique, qui va permettre de faire le lien entre l'humain, nous, les chirurgiens, les médecins, et l'humain qui est le patient, pour essayer de nous aider à les suivre dans le temps. Et donc cette étude va être déposée en PHRC, en essai thérapeutique, en septembre prochain, puisqu'on va travailler avec une boîte lyonnaise qui m'a contacté hier et qui est d'accord pour travailler sur cette thématique. Donc on est une équipe de chirurgiens jeunes qui travaillent sur le péritoine. Et voilà, il n'y a pas que la chirurgie, et il n'y a pas que la survie qui compte, il y a aussi la qualité de vie, le ressenti des malades. Et c'est la thématique que je défends aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, je remercie Maxime également pour cette invitation. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai été assez bref. Merci beaucoup. Merci Abdel, voici votre médaille. En attendant d'autres. Marius, on finit avec toi ta vidéo. En 2019, j'ai subi une sleeve gastrectomie On peut baisser pour la traiter luminosité, mon obésité. Yes. Ce jour-là, j'ai fait un choix décisif. Faire de ma santé ma priorité. Cette décision a transformé ma vie. D'abord, patiente ressource, je suis devenue patiente experte, puis éducatrice thérapeutique du patient avec une mission claire. Aider chacun à mieux comprendre l'obésité et à reprendre le pouvoir sur sa santé. En 6 ans d'expérience et de rencontres, j'ai appris une chose essentielle. Chaque personne vit l'obésité de manière unique. C'est pourquoi un accompagnement sur mesure est indispensable. Se faire accompagner, c'est apprendre à se connaître, à se choisir et avancer pas à pas. Ne plus subir la maladie
mais en devenir acteur. Manger la vie est une réponse bienveillante et durable à cette maladie chronique trop souvent incomprise. C'est avec fierté que je vous ai partagé mon parcours parce que l'obésité m'a appris à vivre autrement. Aujourd'hui, je suis coach de vie spécialisé en obésité. J'ai choisi de faire de mon histoire un projet au service des autres. Derrière chaque patient, il y a un vécu. Et derrière le mien, il y a désormais une mission. Manger la vie. Merci. Je suis moi-même atteinte de cette maladie, parce que l'obésité est une maladie, et j'en suis atteinte depuis l'âge de 7 ans. Je l'ai soignée par la chirurgie bariatrique, et j'ai eu à bénéficier donc d'une sleeve gastrectomie. L'obésité étant multifactorielle, on traite souvent les conséquences, mais malheureusement, on ne traite pas et on ne s'arrête pas sur les raisons, la source. C'est bon? Merci. Monsieur Maurice, Monsieur Maurice, Viens prendre ton prix. Marius, on peut l'applaudir encore très fort. C'est pas à moi la passion. Voici donc le prix. On va finir, on va demander notre invité et le professeur Goubi, Jean-François Lopez, venez s'il vous plaît, et Maryse, Jean-Marc Atelier et Anita. Alina plutôt, venez s'il vous plaît aussi. Madame Mélanie, venez s'il vous plaît, Monsieur Temelon. Alors, on arrive à la fin, un petit mot. Juste, on va commencer par le pionnier. Je suis pas qui tout ça a commencé il y a des années. Rita Charon avant moi. Oui, je suis venu effectivement, vous avez vu parce que j'ai présenté que j'ai une expérience qui s'appuie sur ce qu'a fait Rita Charon. Je dis souvent que je fais un copier-coller, que je suis un transmetteur et pas un pionnier. Cette première expérience, je ne vais pas évidemment la renier, mais vous avez vu qu'elle est très centrée sur les étudiants. Son mérite, c'est d'avoir été mis en œuvre, non pas pour quelques étudiants dans un enseignement optionnel, mais d'avoir montré que finalement, avec une cohorte de 400 étudiants, 4 ou 5 années de suite, eh bien, il y a un grand nombre d'étudiants qui ont retiré des bénéfices et on l'a mesuré. Je ne l'ai pas dit, on n'a pas fait d'études quantitatives, mais il y a quand même un certain nombre de praticiens hospitaliers. Il y en a un d'attachés, il y en a un qui s'est manifesté, c'est Jean-Michel Benoutar, qui pendant plusieurs années est venu de Nice 5 fois par an pour animer des ateliers. C'est vous dire que, bon, lui c'est un exemple un peu extrême, parce qu'ils ne sont pas tous venus, ils n'ont pas tous fait 1000 km 5 fois par an, mais c'est vous dire que non seulement les étudiants ont été heureux, mais également les attachés, praticiens hospitaliers, enfin tous ces médecins seniors, je le précise pour ceux qui sont dans le milieu universitaire, généralement les enseignements dirigés, c'est plutôt 30 étudiants, c'est des chefs de clinique. Là, c'est 8 étudiants par groupe, et non pas des chefs de clinique, mais des médecins seniors qui ont une expérience
et qui ne sont pas d'ailleurs chargés de dés, qui sont plutôt modérateurs, si vous voulez, et les étudiants ont absolument adoré. Alors ça c'est ce qu'on a fait, c'est disons dans la doxa, dans le prolongement de ce que Rita Charon a fait. D'ailleurs, je ne vous ai pas caché que les consignes d'écriture, eh bien, au moins pour 4 d'entre elles, ce sont celles que Rita Charon a utilisées pendant des années. Je ne sais pas si elle doit encore en utiliser certaines, je n'ai pas vérifié. Mais, si c'est quelque chose d'orthodoxe, depuis, la médecine narrative a explosé, si vous voulez. Alors moi, personnellement, si vous voulez, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, des domaines comme des domaines des arts, que ce soit le cinéma, les visites de musées, enfin, vous observez comme moi tout ce qui s'est mis en place, c'est assez fascinant. Maxime, je l'ai déjà dit, mais j'en profite d'avoir la parole pour le répéter, alors que Rita Charon écrit, de plus en plus souvent, j'écris sur mes patients. Maxime, c'est pas de plus en plus souvent, tu as commencé de façon systématique, il y a déjà, ce qui est absolument remarquable, était le premier chirurgien en France qui soit investi à la médecine narrative. Je crois que je l'ai dit une ou deux fois. J'ai observé qu'au Canada, par exemple, ceux qui s'impliquent dans des activités similaires, sur un groupe de 100 médecins seniors, il y en a 30 qui sont chirurgiens. Donc, courage, il y a du travail à faire. Maintenant, voilà, moi, si vous voulez, mon souhait, c'est que si vous voulez, pour moi, il y a 2 types de projets. Il y a des projets, si vous voulez, qui sont des projets expérimentaux, qui ne sont pas systématisés, qui ouvrent des voies. Et je dirais, alors je ne l'ai pas calculé, mais enfin, dans ce qui a été présenté ici, c'est quand même la majorité de ces projets qui sont dans ce classe-là. Puis il y a un certain nombre de projets, je ne veux pas parler de la médecine narrative Paris Descartes, mais par exemple, tout ce qui est fait au CHIC de Créteil, moi, ce que je trouve remarquable, si vous voulez, c'est que l'ambition de ce projet, même si actuellement tous les services ne sont pas atteints, c'est que c'est un projet institutionnel dans lequel il y a comme objectif, si vous voulez, que tous les services, tous les professionnels de santé y participent. Bon, pour rester sur ce qui est mon petit domaine, l'enseignement, moi je serais enchanté que tu réussisses à Limoges, parce qu'évidemment il y a des DU, tout un tas d'enseignements qui se développent, mais qui est aussi au moins une expérience pour impliquer tous les étudiants. Et je terminerai par ce que je vous ai déjà dit, je crois, hier, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris, si vous voulez, de l'expérience de Paris Descartes, où je vous rappelle, tous les étudiants étaient impliqués, c'est qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà tout compris. Et notre enseignement ne leur a rien apporté. Enfin, si, il leur a fait plaisir, mais on ne peut pas dire qu'ils aient progressé vis-à-vis de la prise en charge et de l'écoute des patients. Il y en a 10% qui, de toute façon, entre guillemets, sont irrécupérables. Et ça n'a rien, mais vous avez vu les 13% de garçons qui disent, même après avoir dit non. Mais entre les deux, et je terminerai par ça, ce qui a été quand même le message de génération, je pense tous ceux qui sont des cliniciens, ce n'est pas mon cas, cette fameuse distance professionnelle, eh bien, les étudiants qui sont entre les deux, si vous voulez, ne savent pas exactement. Ils sont bien embarrassés. Et là, je pense que la médecine narrative est vraiment un apport. Et bon, à Paris Descartes, malheureusement, ça ne s'est pas prolongé, mais enfin, il y a quand même plusieurs milliers d'étudiants qui en ont bénéficié. Et voilà. Donc, merci. C'est pas toi que tout ça a commencé. Oui, merci. Moi, je suis très très content que cette dynamique ait pu se concrétiser par ce congrès qui a pu être fait grâce à ton dynamisme et à ton enthousiasme bien connu. Je vois que nos prédécesseurs sont essentiellement médecins, psychiatres, corps soignants, paramédicaux. Et mon souhait secret, c'est que les chirurgiens s'intéressent vraiment à cette approche médicale. Je vais essayer de pousser dans ce sens et j'espère qu'on arrivera au même engagement que les Canadiens un jour ou l'autre. Merci à toi, Maxime. Merci. Et puis, en fait, c'est les premiers que j'avais essayé de convaincre, c'est plutôt même des pharmaciens. Elle est où, Madame Manchot, non?
Ah ben, et je ne vous ai pas appelé, venez. Et vous étiez, et Romain, il est où? Venez, Roland, venez. C'était les tout premiers que j'ai commencé à appeler en fait. Parce que pour moi, et après il y a eu le dépassement des infirmières, on regrette qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers. Même en pharmacie, allez-y, même en pharmacie, on fait de la médecine narrative. Les pharmaciens sont des acteurs en contact des patients. Quelle est l'homéopathie? Même en pharmacie, on peut faire de la médecine narrative, on peut ou bien de la pharmacie. Est-ce qu'on peut parler de pharmacie narrative? Non. C'est peut-être un concept à inventer, ou en tous les cas à compléter à la médecine narrative. Non, mais écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, y compris les pharmaciens, sont là pour accueillir la parole des patients et pour les accompagner dans leur parcours. Je crois que c'est un petit peu l'idée qu'il faut garder. Et quand je vois les pharmaciens d'office, le temps qu'ils mettent pour expliquer les choses aux patients, enfin, les médicaments, tout ça, c'est de la médecine narrative, madame. Oui, de toute façon, ils sont en contact direct avec le patient. L'écoute. C'est un soin de proximité et dès qu'il y a un problème, ils peuvent, sans rendez-vous, sans file d'attente, aller voir le pharmacien qui doit avoir une écoute et savoir justement écouter. C'est ce qu'on leur apprend là avec l'éducation thérapeutique, les entretiens pharmaceutiques. On leur apprend à avoir cette posture éducative et d'écoute pour ensuite orienter au mieux le patient vers le médecin si besoin ou vers une thérapeutique qu'ils ont à la pharmacie. Romain, c'est pas parce que tu es un chercheur que ça t'intéresse pas tout ça. Tu m'as ouvert les portes. Bien évidemment, tout ça m'intéresse et peut-être partir sur l'expérience de Paris-Descartes et repiquer ces mêmes observations avec nos étudiants pendant les enseignements d'éducation thérapeutique que coordonne Claire. On essaiera de voir dans quelle mesure on peut réveiller toute cette sensibilité à la médecine narrative. Et avant que nous, les médecins, on prétend à ça, il y avait eu des infirmières, des aides-soignantes, des brancardiers qui font de la médecine narrative. Le département des infirmières, allez-y. Non, c'est vrai que ça fait partie du cœur du métier de l'infirmier et l'accompagnement du patient en écoutant sa voix, c'est la base, mais c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, pluriprofessionnel, interdisciplinaire, multidisciplinaire, qu'on peut mettre le terme qu'on veut derrière, et c'est ce que ça a montré ces journées, et parfois encore. Et enfin, ceux par qui on hésite, ceux pour qui on hésite, ceux pour qui ont fait tout ça, nos chers patients. Est-ce que vous êtes rassurés aujourd'hui en venant à ce congrès? Oui, alors, nous sommes plusieurs. D'ailleurs, toi aussi, tu es patient expert. Qui Venez. Il n'a pas parlé. Venez. Il n'y a pas que des femmes, non? Merci. Ah oui. Président d'association. D'accord. Et donc, Monsieur, pour ma part... Monsieur de Lorenzo. Venez. Donc déjà, merci vraiment pour cette démarche. Et ce que moi, je veux dire peut-être au nom des autres aussi, mais ils vont s'exprimer aussi, c'est que nous faisons ça au quotidien, nous militons de notre côté, de notre point de vue, à convaincre les médecins à nous donner la parole et à nous laisser la garder. Et ne pas prendre le lead dans un entretien, dans une consultation, et de nous laisser prendre le lead. Parce que c'est en écoutant le patient que le médecin peut soigner de manière efficace, précise et personnalisée et holistique. Vraiment. Moi, je suis j'ai une ribambelle de pathologies depuis toute ma vie. Et j'ai réussi à m'en sortir parce que je me suis dit non, il faut que j'en parle. Il faut vraiment que je m'ouvre, il faut que j'en parle, il faut que j'ose en parler et ne pas avoir honte de moi. Et c'est à partir du moment, donc jusqu'à mes 40 ans, j'ai pas parlé, j'ai été très malade, je suis arrivée à 160 kg. Et c'est à partir du moment où j'ai réussi à en parler que j'ai fait machine arrière et que je suis en très bonne santé aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui vous nous aidez en fait à devenir nous-mêmes en nous donnant la parole. Viens. Parce que on fera le congrès l'année prochaine, ce sera autour de vous vraiment. On vous écoutera encore mieux, mais cette fois-ci, il faut assumer les graines. Allez-y. Oui, pour compléter ce que vient de dire Aïna, c'est vrai que le fait de nous donner la parole dans
dans les différentes instances, c'est aussi nous permettre quand même de nous visibiliser, puisqu'effectivement, dans cette société, on a tendance à nous invisibiliser. Et pour moi, en tout cas, je pense que pour nous, c'est important en fait de s'exprimer, d'être visible au maximum, à la fois auprès des médecins, des soignants de manière générale, mais auprès des patients qui se retrouvent bien souvent dans des situations compliquées, à ne pas savoir vers qui se tourner finalement. Et nous, on est là, patients partenaires, patients experts, pour justement permettre de partager des messages parfois compliqués à partager de la part des médecins. Donc, voilà. Le seul homme. Eh bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai appris beaucoup. On apprend tous les jours. Et c'est vrai que notre rôle, en fait, de patient à patient, le message s'entend plus facilement que de professionnel à patient. Et ça, je l'ai toujours dit depuis que je suis dans le parcours. Je suis un ancien homme obèse. J'ai vécu avec ça toute ma vie. J'ai plusieurs pathologies également qui n'ont rien à voir avec l'obésité, mais enfin voilà. Et toutes les fois que j'en parle, ma parole en fait est plus facilement perçue que si c'est un professionnel qui en parle. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Pareil, effectivement, comme le dit souvent le docteur Sebag, les patients arrivent en premier contact, ils écoutent les 3 premières minutes et tout ce qui reste derrière ne va pas être entendu. Donc j'ai la chance qu'il m'ait ouvert une salle dans son cabinet, dans sa salle d'attente, et la discussion se fait aussi après avec moi, patiente, ou d'autres personnes de notre association. Et on travaille vraiment vraiment ensemble, Ça, c'est vraiment... Vous êtes avec Dr. Sebag? Oui. Vous lui remettez son prix, alors, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour finir, celui avec qui je bosse depuis plus de 20 ans, 30 ans, on est des frères, on est des... Voilà. Nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début. Bravo Maxime. Et à toutes et à tous, à l'année prochaine. Je vais t'aider, tiens. Viens. Ah non, mais elle est... On s'est